Alors Valérie Dekowski, bonjour. Oui, bonjour. Nous sommes à la bibliothèque Alexis de Tocqueville et nous visitons l'exposition dont vous êtes le commissaire qui Ouais. s'intitule Gaston, Maurice, Gustave. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont les 3 prénoms de nos auteurs favoris, puisqu'on est plusieurs à avoir conçu l'exposition, donc moi-même, mais aussi Trambert Regard et Nicolas Sorel. Il faut dire que vous êtes metteur en scène. Voilà, Trambert Regard est scénographe et Nicolas Sorel est auteur. Mhm. Voilà, et donc Gaston Leroux, Maurice Leblanc et Gustave Le Rouge sont des auteurs que nous avons parcourus, dont nous avons parcouru l'œuvre depuis maintenant plus de 20 ans et qu'on aime beaucoup. C'est vraiment les chantres de la littérature populaire. Leur langage nous plaît énormément et les histoires qu'ils racontent aussi nous ont passionnés. Et on avait envie donc de partager tout ça avec le public, le grand public. Mhm. Mhm. Donc voilà pourquoi on a monté cette expo. Alors il y a beaucoup d'objets de l'époque, il me semble. Mhm. Il y a des livres. Alors il y a surtout des livres de l'époque. Oui. Quelques objets. Quelques objets. Quelques objets ayant appartenu notamment à Gaston Leroux, Mhm. qu'on s'est procuré auprès de son arrière-petite-fille, Mhm. qui est venue voir le vernissage d'ailleurs. Mhm. Ça a été aussi toute une aventure de monter cette exposition-là, puisqu'on a dû justement se rapprocher de passionnés de cette littérature-là pour récupérer les ouvrages, qui sont les éditions originales très souvent, avec des envois aussi, des signatures des auteurs, soit pour leur éditeur, soit pour des amis, soit, voilà. Et on a voulu alors présenter une exposition de bouquins, ça peut comme ça être un petit peu, ça peut être un peu rébarbatif, ou en tout cas vu de loin. On peut mettre un peu de temps avant de rentrer dedans. C'est pour ça qu'on a conçu une exposition qu'on a voulu sensible en tout cas. Et qu'on a imposé une scénographie très forte pour que d'abord les gens parviennent aux auteurs et au fond du sujet par des espaces scénographiés, des coulisses de théâtre dans lesquelles on peut rentrer un peu mystérieuses, où on entend des histoires, on les écoute pas. Voilà. Alors il y a une riche illustration aussi. Ouais, on a fait beaucoup de recherches iconographiques, notamment, ça c'est justement un plasticien dont on présente les peintures, là, Alain Le Thor, qui est un peintre absolument génial qui habite à Longues-sur-Mer. Et lui, il a fait une recherche iconographique sur chacun des auteurs et des œuvres, en nous donnant pour consigne, faites-en des panneaux de police, quoi. Parce que il est assez ermite, alors il est resté dans sa campagne et puis nous on a fait le travail, mais il nous a quand même envoyé presque 1000 images dans lesquelles justement on a carrément réalisé une enquête en fait pour chacun. Ce qui nous a amené par exemple pour Maurice Leblanc à découvrir que sa sœur était à l'époque plus connue que lui. Ce qui d'ailleurs a peut-être, nous, ce qu'on a imaginé, c'est que ça a pulsé son œuvre, ou en tout cas ça l'a incité à garder le fil comme ça avec justement les gens, et à développer justement une littérature populaire, à continuer à écrire Arsène Lupin alors que c'était pas forcément son truc, pour comme ça, à la recherche du succès, au moins un succès équivalent à sa sœur. Ils s'entendaient très bien tous les deux, ils s'aimaient beaucoup. Mais il y a une relation, donc Maurice Leblanc, c'est vraiment l'un des 3 qui a une œuvre où il questionne la relation homme-femme, très très souvent. On le voit par certains titres, Un vilain couple par exemple. Oui, oui, oui. Voilà, donc on a un tableau de police avec au centre Georgette Leblanc, qui était en contact avec plein d'artistes. Elle a été mariée à Maeterlinck par exemple. On a retrouvé, Alain a retrouvé une lettre qu'elle a écrite à Colette, donc on l'a retranscrite. Voilà. Et je crois qu'elle a dû finir enterrée avec ses 2 maîtresses en fait dans le caveau, Georgette Leblanc. Donc elle est
sur la question, en tout cas, de la sexualité, de la question du genre, de la relation homme-femme et tout ça, elle était très très en avant. C'est une époque d'ailleurs qui s'apparentait un peu à la nôtre, en tout cas sur certaines questions posées. Ce qu'on appelait la Belle Époque. Notamment, notamment sur la question des mœurs. Et ça s'est perdu après, la guerre a fait son travail. Il a mis un coup d'arrêt à toutes ces recherches. Que ce soit d'ailleurs en termes de progrès scientifique, on dit toujours que la guerre a développé la science, mais tout ça c'est un petit peu des bêtises. En l'occurrence, la Belle Époque, en termes de science, il y a eu énormément d'innovations. C'était une période de paix en France. Oui. Une période de crise aussi, mais de paix quand même. Oui. Et quelquefois de la méfiance, non, par rapport à ce progrès technique. Absolument. Ça, on le trouve par exemple dans le théâtre du Grand Guignol, par exemple, énormément. Toutes les pièces du théâtre du Grand Guignol sont liées à la peur que les gens pouvaient avoir du progrès social, des mœurs, de l'étranger, de tout ça. Et donc tout était mis sur scène dans des courtes pièces. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Grand Guignol, mais c'est passionnant. Ça pourrait valoir le coup d'en faire une expo aussi. Voilà. Et donc pour chaque auteur, donc, on a fait un tableau de police comme ça. L'idée, c'était l'enquête qu'on mène, c'est pour le crime commis par l'auteur, c'est d'avoir écrit son œuvre. Donc, qui a aidé, quelles sont les influences, c'est ça. Comment ça lui est venu et tout ça. Donc, on va chercher les éditeurs, Pierre Lafitte, Leblanc par exemple, s'est beaucoup inspiré, admiré beaucoup Maupassant et Flaubert. On retrouve dans beaucoup des nouvelles de Leblanc cette tonalité. Surtout qu'ils ont un souci de style. Oui. C'est pas seulement une histoire, une intrigue, une énigme à résoudre ou un criminel à retrouver. Chez Gaston Leroux, on a un autre tableau. Alors c'est pas les femmes. Là, c'est plus le fait qu'il ait été grand reporter. Alors pour le coup, ils ont tous un peu écrit dans des journaux. Mais Gaston Leroux, lui, sa particularité, c'est que c'était pas forcément des chroniques littéraires. Il a été chroniqueur judiciaire. Il a été grand reporter, donc il est vraiment parti en voyage et c'était un vrai rouletabille. Il avait les infos avant les autres. Voilà. Et donc, dans ses romans, on retrouve des faits divers de l'époque. Donc, par exemple, le fantôme de l'opéra. Alors ça, c'est typiquement... Ici, on a un petit dispositif. Donc là, c'est un salon bourgeois qu'on a un peu. Il y a un gramophone et ce gramophone fait résonance avec une gravure de Zvi Milstein, qui est un artiste aussi qu'on aime beaucoup. Et cette histoire de gramophone a un lien direct avec l'écriture du fantôme de l'opéra. Gramophone a offert on raconte cette histoire-là, c'est passionnant ce texte. Oui, il y a plein de choses à découvrir dans cette exposition. Le Gramophone a offert à l'opéra des urnes fermées, scellées, avec les voix de l'opéra de l'époque gravées dessus. Oh là là. En disant, vous enterrez ça, on vous les donne, on vous les offre, mais par contre vous les enterrez dans les sous-sols de l'opéra. Et vous n'avez le droit de les ressortir que dans 100 ans. En descendant les urnes, ils ont trouvé un cadavre. Alors, certains disent que c'était un de la commune pour se protéger, tout ça. Gaston Leroux, voyant ce fait divers-là, tac, ça s'allume dans sa tête. Et comme quelques années auparavant, il y a un lustre, s'est décroché, un contrepoids du lustre, s'est décroché vraiment à l'opéra et a tué une des spectatrices à l'Opéra Garnier. Voilà, pas besoin de chercher longtemps pour, dans l'histoire du fantôme de l'opéra, retrouver un peu ces ingrédients. Et donc, ils ont ressorti les urnes, il n'y a pas très très longtemps. Donc, il y a un petit film sur le site de l'opéra que je conseille vraiment d'aller voir. Et ils ont fait un CD avec les voix. Donc, on peut les écouter. On peut écouter là, une voix de l'opéra de l'époque. Oh là là. Donc voilà, ça on a voulu présenter ça. Moi j'ai l'impression que ce sont les ancêtres de nos séries. Tous nos romans policiers, toute cette littérature que nous adorons là aujourd'hui. Alors déjà, leurs œuvres ont été mises en série. C'est pour ça que dans le cabinet de lecture là, on présente des séries un peu des années 80 et tout. Ils ont été beaucoup adaptés en fait à la télévision dans les années 80. Et on peut effectivement, alors
c'était les feuilletons. Alors les feuilletons, justement dans Gil Blas ou dans la revue Je sais tout qu'on présente ici, ça c'est les premières éditions. L'arrestation d'Arsène Lupin a été la première édition, c'était dans une revue, Je sais tout, et tiré vraiment à des énormes tirages en fait. Et donc du coup, comme ça parvenait à un public extrêmement nombreux, et bien rapidement les héros sont devenus célèbres. Donc Arsène Lupin, c'était une entrée Rouletabille, dans la lecture peut-être pour beaucoup de gens, une entrée formidable. Oui, oui. Et puis effectivement, on peut faire le parallèle avec les séries actuelles, américaines ou autres. Tout à fait. Oui. Oui, avec des héros récurrents comme Sherlock Holmes ou Arsène Lupin. Absolument. On a voulu, donc sur les bâches, offrir quelques résumés d'œuvres un peu méconnues, comme Voici des ailes, par exemple, de Maurice Leblanc, qui est vraiment magnifique, ou des citations géniales comme Ah, la reconnaissance, quelle fumisterie. Heureusement que les honnêtes gens ont pour eux leur conscience et la satisfaction du devoir accompli. Mais voilà. C'est assez énorme comme phrase. Tout à fait. Voilà, donc sur les bâches, on va trouver ça, des petites citations ou des résumés. Cette exposition dure jusqu'à quand ? C'est jusqu'au 20 avril et il va se passer plein de choses. Donc là, demain, il y a une déambulation tout l'après-midi, des visites guidées par les agents de la bibliothèque. Il faut le dire. Donc par exemple, le samedi, c'est en général assez riche. Alors c'est pas tous les week-ends, mais presque. Voilà. Donc on lit dimanche La Mandragore magique, et on va lire D'abord vivre, et on fait d'autres animations. Il y a notamment à la fin une lecture musicale le dimanche 14 qui s'appelle Est-ce bien la peine, où on regroupe les 3 auteurs et où on fait une sorte de petit spectacle autour de la peine de mort et de son absurdité évidemment, mais avec différents angles de vue, c'est assez intéressant. Ah oui, c'est intéressant. Eh bien merci, on va noter tous les liens sur notre site bien sûr, et puis inciter nos visiteurs à venir ici. Merci beaucoup. Merci à vous.